Pourquoi gardons-nous encore le pain de la veille pour faire du pain perdu alors que nous jetons tout le reste? Comment expliquer que nous lavions toujours nos bocaux de confiture vides avant de les ranger dans le placard? Ces gestes automatiques que nous répétons sans y penser, ces habitudes héritées de nos grands-parents qui n'ont plus aucun sens dans notre monde moderne, pourtant nous continuons à les transmettre religieusement à nos enfants. La France conserve des rituels quotidiens qui feraient hurler de rire n'importe quel étranger. Des pratiques d'un autre temps qui résistent miraculeusement à la modernité galopante. Voici 13 habitudes choquantes que la majorité des Français perpétuent encore aujourd'hui, ces réflexes anachroniques qui révèlent notre attachement viscéral à un passé révolu. Le trempage systématique du pain dans le café au lait. Ce rituel matinal sacré transforme chaque petit déjeuner en cérémonie nostalgique où la baguette rencontre le bol fumant. Les étrangers observent médusés cette pratique barbare qui consiste à noyer consciencieusement son pain dans le liquide brûlant. La tartine beurrée qui se désagrège lentement, les morceaux qui flottent à la surface, cette bouillie tiède que nos grands-mères appelaient la trempette. Les enfants apprennent dès leur plus jeune âge cette technique ancestrale, le coup de poignet précis pour ne pas éclabousser la table. Le pain doit rester immergé exactement 3 secondes, ni plus ni moins, sous peine de voir la mie se déliter complètement. Cette habitude remonte aux années de disette où tremper permettait de ramollir le pain dur. Aujourd'hui, nous trempons du pain frais par pure tradition. Les boulangers confirment que les Français achètent toujours leurs baguettes en pensant au trempage du lendemain matin, critère de sélection incompréhensible ailleurs. Le café devient trouble, parsemé de miettes flottantes, spectacle répugnant pour les non-initiés mais délice absolue pour les pratiquants. Battre les tapis par la fenêtre le samedi matin, l'horloge sonne 9h et les fenêtres s'ouvrent simultanément dans toute la France pour ce balai poussiéreux hebdomadaire. Les voisins du dessous reçoivent gracieusement la poussière accumulée, tradition de partage involontaire qui perdure inexplicablement. Le tapette en osier claque rythmiquement contre le tapis persan hérité de tante Germaine, nuages gris qui s'envolent dans l'air matinal. Les aspirateurs modernes ultra puissants attendent sagement dans le placard, pendant que Madame perpétue le geste séculaire. Cette gymnastique matinale fait travailler les bras, les épaules, tout le corps participe à cette danse énergique contre la saleté. Les enfants observent fascinés ce spectacle bruyant qui transforme maman en guerrière acharnée contre des ennemis invisibles. La loi interdit théoriquement cette pratique après 10 heures du matin, mais qui respecte vraiment cette réglementation obsolète? Les nouveaux voisins tentent timidement de protester avant de capituler face à cette tradition immuable du samedi français. Garder tous les bocaux en verre pour une utilisation hypothétique, les placards débordent de pots de confiture vides, soigneusement lavés, séchés, étiquetés, rangés par taille, dans un ordre millimétré. Cette collection obsessionnelle de contenants inutiles occupe la moitié de l'espace de rangement mais impossible de s'en débarrasser. Un jour, peut-être serviront-ils pour les confitures de maison qu'on ne fait jamais, les conserves qu'on n'a jamais le temps de préparer. La grand-mère transmettait religieusement cette manie accumulatrice, jeter un bocal équivalait à commettre un péché mortel contre l'économie domestique. Les couvercles métalliques rouillent doucement dans leur boîte dédiée, inventaire précieux d'objets qui ne serviront probablement jamais. Chaque déménagement pose la question existentielle du devenir de ces dizaines de bocaux, mais finalement, on les emballe précieusement. Les jeunes couples reproduisent automatiquement ce comportement absurde, première dispute conjugale quand le placard ne ferme plus. Le recyclage du verre existe pourtant depuis des décennies, mais notre cerveau reptilien refuse d'abandonner ces précieux récipients. Le savon de Marseille, pour absolument tout nettoyer, ce cube verdâtre trône dans chaque foyer français comme une relique sacrée aux pouvoirs magiques illimités. Cheveux, corps, linge, sol, vitres, voitures, chiens, tout y passe dans cette foi aveugle en un produit supposé miraculeux. L'odeur caractéristique qui pique les narines rappelle immédiatement les lessives interminables de nos aïeuls courbés sur leur baquet. Les dermatologues modernes déconseillent formellement son usage sur la peau, mais qui écoutent vraiment ces recommandations scientifiques? Le rituel du râpage pour faire des copeaux destinés à la lessive reste gravé dans la mémoire collective française. Les touristes japonais photographient religieusement ces cubes dans les marchés provençaux, incompréhension totale face à cette obsession hexagonale. La composition exacte reste mystérieuse, mais la croyance populaire attribue au savon de Marseille des vertus quasi surnaturelles. Les supermarchés alignent des dizaines de produits nettoyants spécialisés, mais mamie continue à frotter énergiquement avec son cube magique. Réutiliser le papier aluminium et les sacs plastiques à l'infini. Le tiroir de la cuisine contient des feuilles d'aluminium soigneusement lissées, pliées, empilées pour un usage ultérieur incertain.
Cette manie de conservation frénétique transforme chaque sac plastique en trésor précieux méritant lavage, séchage, stockage méticuleux. Les sacs du supermarché deviennent sacs poubelles, puis sacs de rangement, puis protection pour les chaussures, cycle infini de réutilisation. L'aluminium froissé retrouve miraculeusement sa forme originelle sous les doigts experts qui lissent patiemment chaque pli. Les invités observent stupéfaits cette gymnastique domestique qui consiste à laver consciencieusement un sac qui a coûté 3 centimes. Le placard sous l'évier déborde de ses trésors recyclés, enchevêtrement chaotique où chaque élément a son importance capitale. Les rouleaux neufs attendent sagement leur tour pendant qu'on utilise pour la 10e fois la même feuille racornie. Cette économie de bouts de chandelle n'a aucun sens économique, mais le geste reste ancré comme un réflexe pavlovien. Le mouchoir en tissu dans la poche ou le sac, ce carré de coton brodé aux initiales fanées, accompagne fidèlement son propriétaire dans toutes ses pérégrinations quotidiennes. L'objet traverse les saisons, les rhumes, les émotions, compagnon intime, qui absorbe silencieusement les sécrétions nasales depuis des décennies. Les jeunes générations observent horrifiées ce rectangle humide qu'on replie soigneusement avant de le remettre dans la poche. Le rituel du lavage hebdomadaire à haute température, censé éliminer les millions de bactéries accumulées, rassure les utilisateurs. Les paquets de mouchoirs jetables restent ignorés au profit de ce tissu imprégné de souvenirs et de microbes variés. Grand-père sortait fièrement son mouchoir à carreaux pour s'éponger le front, geste théâtral qui marquait les esprits enfantins. La broderie délicate au coin témoigne d'une époque où chaque objet personnel méritait personnalisation et attention particulière. Les collectionneurs chinois s'arrachent désormais ces mouchoirs vintage français, incompréhension culturelle totale face à leur usage réel. Les pharmaciens tentent vainement d'expliquer les risques d'infections croisées, mais rien n'y fait. Le mouchoir en tissu reste indétrônable. La poche déformée par la présence permanente de ce compagnon humide témoigne de décennies de fidélité textile. Les teinturiers spécialisés proposent encore des services de blanchiment pour ces reliques, perpétuant une industrie moribonde. Certains possèdent des collections entières, héritées de générations précédentes. Patrimoine nasal, familial, précieusement conservé dans des tiroirs de commode. Le froissement caractéristique quand on sort le mouchoir provoque des réflexes pavloviens chez les témoins de cette époque. Les mariages bourgeois offraient traditionnellement des coffrets de mouchoirs brodés, cadeaux prestigieux aujourd'hui totalement incompréhensibles. Le coup de serpillière mouillé devant la porte d'entrée. Cette flaque d'eau savonneuse qui accueille chaque visiteur reste un mystère anthropologique fascinant pour les étrangers. La serpillière, gorgée d'eau, attend patiemment qu'on s'essuie consciencieusement les pieds avant de pénétrer dans le sanctuaire domestique. L'odeur de javel mélangée aux produits ménagers bon marché agresse les narines dès le seuil franchi. Les enfants apprennent très tôt à slalomer habilement entre ces pièges aquatiques disposés stratégiquement dans l'appartement. La ménagère surveille attentivement que chacun respecte ce protocole sanitaire non négociable sous peine de réprimandes acerbes. Le carrelage reste perpétuellement humide, patinoire domestique où les chaussettes deviennent des instruments de glisse involontaires. Les invités hésiteront toujours entre enjamber ou piétiner cette barrière liquide, dilemme social qui révèle l'éducation reçue. Cette pratique survit miraculeusement à l'invention des paillassons modernes ultra absorbants et des aspirateurs laveurs révolutionnaires. Le seau rouge, écaillé, contenant l'eau grisâtre, attend dans un coin, témoin silencieux de cette obsession hygiénique quotidienne. Les livreurs connaissent par cœur les adresses où la serpillière mouillée les attend, obstacle incontournable avant la signature du bon. Certaines grand-mères maintiennent 3 serpillières simultanées, une devant la porte, une dans la cuisine, une dans la salle de bain. Le rituel matinal commence invariablement par cette ablution du sol. Avant même le café, priorité absolue de la propreté domestique. Les voisins du dessus entendent quotidiennement le bruit caractéristique de l'essorage énergique, percussion matinale qui rythme l'immeuble. Les chats du quartier ont appris à contourner prudemment ces zones humides, adaptation évolutive au biotope français. La bise obligatoire même aux inconnus. Ce balai des joues qui se frôle 4 fois reste le cauchemar absolu des étrangers confrontés à la sociabilité française. L'algorithme complexe du nombre de bises selon les régions transforme chaque rencontre en équation mathématique anxiogène. Les contaminations virales se propagent allègrement via ce rituel sanitairement catastrophique, mais culturellement indéboulonnable. Les réunions professionnelles commencent par 15 minutes de bisous généralisés. Perte de temps monumentale, mais passage obligé. Les adolescents perpétuent naturellement cette tradition en embrassant méthodiquement leurs 30 camarades chaque matin devant le lycée. Le refus de la bise équivaut à une déclaration de guerre sociale, ostracisme immédiat pour l'imprudent qui ose décliner. Les tentatives de check américain ou de salut asiatique échouent lamentablement face à ce rouleau compresseur culturel.
La pandémie mondiale n'aura réussi qu'à suspendre temporairement ce rituel qui reprend immédiatement ses droits dès les restrictions levées. Les lunettes s'entrechoquent maladroitement, les rouges à lèvres se transfèrent, les barbes piquent, mais le protocole reste immuable. La chorégraphie devient particulièrement complexe lors des repas de famille où 50 convives doivent de tous s'embrasser mutuellement. Les parfums se mélangent dans cette proximité forcée, cocktails olfactifs écœurants qui imprègnent les vêtements pour la journée. Certains développent des stratégies d'évitement élaborées, arrivées tardives, calculées ou départs précipités pour minimiser les contacts. Les commerciaux étrangers suivent des formations spécifiques pour maîtriser ce code social incompréhensible mais commercialement crucial. Les mariages deviennent des marathons de bises où les mariés finissent épuisés avant même le début de la cérémonie. Garder le gras du jambon pour cuisiner, cette substance gélatineuse jaunâtre conservée religieusement dans un bol au réfrigérateur dégoûte profondément les nouvelles générations. Les grands-mères utilisent ce concentré de cholestérol pour faire revenir les pommes de terre, tradition culinaire d'une époque révolue. L'odeur de graisse rance qui envahit la cuisine rappelle immédiatement les dimanches chez Mamie Paulette. Les cardiologues hurlent d'horreur face à cette bombe lipidique, mais les anciens continuent imperturbablement leurs pratiques ancestrales. Le bocal de graisse récupéré trône fièrement à côté du beurre allégé, paradoxe moderne qui illustre nos contradictions alimentaires. Les enfants observent, fascinés, cette substance visqueuse qui fige instantanément au contact de l'air froid. La transmission de cette technique se fait religieusement de mère en fille, initiation graisseuse qui perdure contre toute logique. Les restaurants étoilés redécouvrent ironiquement ces graisses animales rebaptisées pompeusement pour justifier l'addition salée. Le processus de récupération suit un protocole précis, grattage minutieux, filtrage artisanal, conservation dans un récipient dédié depuis 3 générations. Les discussions familiales s'enflamment sur la température idéale de conservation, débat passionné qui divise les fratries. Certains ajoutent religieusement des herbes aromatiques pour masquer l'odeur, tentative pathétique d'ennoblir cette graisse primitive. Le moment fatidique où mamie verse la graisse figée dans la poêle provoque systématiquement des hausses-le-cœur chez les petits-enfants. Les nutritionnistes modernes découvrent paradoxalement certaines vertus à ces graisses traditionnelles, du revirement scientifique ainsi troublant. La cuillère en bois noirci, spécialement dédiée à cette manipulation graisseuse, se transmet comme un héritage familial précieux. Le vouvoiement systématique avec les voisins, 20 ans dans le même immeuble, mais toujours cette barrière invisible du vouvoiement qui maintient une distance respectueuse. Les enfants grandissent ensemble, les parents se croisent quotidiennement. Mais le tutoiement reste un territoire interdit. Cette politesse surannée transforme chaque conversation d'ascenseur en exercice de style guindé, parfaitement ridicule. Les jeunes couples tentent timidement de proposer le tutoiement avant de se heurter au mur infranchissable des convenances. Madame Dupont reste éternellement Madame Dupont, même après avoir partagé 1000 apéritifs et confidences intimes. Le vouvoiement protège de l'intimité dangereuse, rempart linguistique contre les familiarités déplacées. Les expatriés français maintiennent cette distance formelle même à l'étranger, incapables de s'adapter aux codes locaux. La mort seule autorise parfois le passage au tutoiement posthume, ultime rapprochement quand il est définitivement trop tard. Les enfants naviguent confusément entre le vous des voisins et le tu des copains. Schizophrénie linguistique qui complique leur apprentissage social. Les réunions de copropriété deviennent des théâtres absurdes où des gens qui se connaissent intimement jouent de la comédie de la distance. Certains couples voisins se vouvoient mutuellement, tandis que leurs conjoints respectifs se tutoient, géométrie relationnelle incompréhensible. Le passage accidentel au tutoiement dans un moment d'émotion provoque des semaines de gêne insurmontables jusqu'au retour prudent au vouvoiement. Les facteurs et concierges maîtrisent parfaitement cette gymnastique sociale, vouvoyant certains locataires, tutoyant d'autres selon des critères mystérieux. Les déménagements offrent l'opportunité de réinitialiser ces codes sociaux. Soulagement de pouvoir recommencer à zéro ces relations complexes. Les torchons qui servent à tout dans la cuisine. Ces rectangles de tissu douteux accomplissent de 1000 tâches incompatibles dans une promiscuité bactériologique fascinante. Le même torchon essuie les mains, la vaisselle, le plan de travail, le sol éclaboussé, dans un balai microbien permanent. Les motifs provençaux délavés camouflent habilement les taches indélébiles accumulées au fil des utilisations multiples. La collection de torchons offerts à chaque occasion s'entasse dans le tiroir. Hiérarchie complexe entre torchons du dimanche et torchons quotidiens. L'odeur de moisi mal masquée par l'eau de Javel témoigne d'un séchage approximatif sur le radiateur tiède. Les invités contemplent horrifiés ce tissu grisâtre utilisé pour essuyer leurs verres supposément propres. Le passage en machine hebdomadaire à 60 degrés rassure faussement sur l'hygiène réelle de ces chiffons polyvalents.
Les torchons neufs restent précieusement rangés en attendant une occasion spéciale qui ne viendra jamais vraiment. La soupe obligatoire du soir. Ce liquide fumant imposé quotidiennement aux enfants reste gravé dans les mémoires comme un traumatisme gustatif majeur. Les légumes mixés flottent tristement dans ce breuvage censé faire grandir mais qui provoque surtout des hauts le cœur. La cuillère tourne infiniment dans le bol pendant que maman surveille que chaque gorgée soit consciencieusement avalée. Les ruses enfantines pour éviter cette torture quotidienne rivalisent d'inventivité sans jamais vraiment fonctionner. Le pain trempé transforme la soupe en bouillie écœurante, mais permet de faire passer plus facilement cette épreuve. Les grands-parents racontent nostalgiquement leur soupe d'antan comme si c'était le nectar des dieux. Le Thermomix moderne produit exactement la même mixture insipide que la moulinette de grand-mère 40 ans plus tôt. Cette obsession française pour la soupe du soir survit miraculeusement à toutes les révolutions alimentaires contemporaines. Le café du commerce comme bureau de vote officieux. Ces temples de la discussion politique où les habitués refont le monde quotidiennement autour d'un ballon de rouge. Les mêmes têtes, aux mêmes places, ressassant les mêmes arguments depuis des décennies dans une ambiance enfumée. Le patron arbitre mollement les débats enflammés qui menacent régulièrement de dégénérer en pugilat généralisé. Les femmes restent persona non grata dans ces bastions masculins où la testostérone politique s'exprime librement. Le journal froissé passe de main en main, support papier, des controverses qui alimentent les après-midi désœuvrés. Les solutions simplistes aux problèmes complexes fusent entre deux gorgées de pastis, génie politique incompris du peuple. Les jeunes évitent soigneusement ces antres poussiéreux, où le temps semble s'être arrêté en 1975. Cette tradition du café comme forum démocratique populaire résiste vaillamment à la modernité digitale désincarnée. Laquelle de ces habitudes absurdes pratiquez-vous encore sans même vous en rendre compte ? Racontez-nous dans les commentaires vos rituels français les plus incompréhensibles pour les étrangers. Likez si vous vous êtes reconnu dans au moins 5 de ces pratiques anachroniques. Abonnez-vous pour découvrir d'autres bizarreries françaises qui font notre charme national.